Bonjour, pour ce nouveau Via Story, je visite le village de Villerouge-Termenez, une commune d'environ 200 habitants dans l'Aude, au caractère médiéval, comme vous allez pouvoir le découvrir. Et pour débuter mon petit tour d'horizon, je rejoins Sandrine Bousquet, conseillère municipale chargée à la culture. Bonjour Sandrine. Bonjour Frédéric et bienvenue à Villerouge-Termenez. Villerouge-Termenez, est-ce qu'on connaît l'origine de cette appellation du village? Oui, bien sûr, il y a une origine, donc il faut remonter à 1107 et une époque où Villerouge était Villa Rubea. Donc c'est assez simple, il te suffit de regarder les terres autour du village, ces terres rougeoyantes qui sont riches en oxyde de fer, d'où le nom de Villerouge. Te dire aussi que Villerouge, c'est quand même aussi un cadre naturel remarquable et protégé. On est ici à l'intérieur d'un parc naturel régional, le PNR Corbière-Fenouillède, avec un territoire qui pour partie est classé Natura 2000. J'ai entendu parler de l'histoire d'un chevalier cathare et pour lui ça s'est mal terminé. Alors, un chevalier cathare, moi je vais plutôt te parler d'un parfait cathare. Tout à fait, il s'agit de Guillaume Bélibaste. Guillaume Bélibaste, c'est un homme né en 1280 à Cubières-sur-Sinoble, qui est donc le dernier parfait cathare occitan connu. C'est un dissident de la religion catholique romaine et ce pauvre homme a été condamné au bûcher en 1321 par un tribunal à Carcassonne et il a été brûlé vif ici à Villerouge dans le château. Frédéric, lorsque tu déambuleras un petit peu plus dans le village, tu viendras jusque la maison Azalbert et tu auras le plaisir de découvrir le blason du général Dagobert. Salut Florian. Bonjour Frédéric. Ça fait 6 ans que tu travailles ici. Est-ce qu'on peut dire que tu es le maître des lieux, le gardien du château, le maître des clés? Alors en quelque sorte, on peut même parler de deux maîtres des lieux puisqu'on est deux employés de la commune à travailler au bénéfice du château, à le mettre en valeur et à en être fier. Donc ce château qui effectivement est propriété de la commune depuis le début des années 80, puisque jusqu'à cette période-là, il y avait encore des parties privées qui avaient été cédées au moment de la Révolution française, qu'ensuite la commune de Villerouge a racheté avec l'intention de retaper le château pour le proposer à la visite, en faire un site culturel et touristique. On est un pays cathare. Oui. Est-ce que c'est un château cathare? Alors non, absolument pas. Et ici encore moins. Donc l'appellation sera fautive, puisque les châteaux du pays cathare qui vivent avec nous, qui font partie du paysage, ont servi, pour la plupart, d'abri à certaines communautés cathares. Ici, à la différence des autres, le château a été propriété de l'archevêché de Narbonne. Donc on a affaire au camp adverse, puisque les archevêques faisaient partie de l'église catholique. Donc ce château, dès 1110 jusqu'en 1789, était centre administratif, judiciaire et fiscal pour le compte de l'archevêché de Narbonne. Est-ce que tu peux nous faire visiter une salle qui te tient à cœur ou particulière? Je pense qu'on peut trouver ça à l'intérieur du château. Il va simplement falloir me suivre. Florian avait raison, il est dur à suivre. Et d'ailleurs, je le soupçonne de vouloir me distancer, mais je tiens bon. Mais c'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe, oui. Mais on est presque arrivé, ça c'est la bonne nouvelle. Et après avoir eu l'impression de courir un marathon, nous franchissons la porte d'une grande salle. Alors là, on est dans ce que l'on appelle la salle des amoureux. C'est dignement Roméo et Juliette représenté, un peu en quelque sorte, oui. Sauf qu'ils sont arrivés bien avant ceux de notre cher William. Donc, ce qui est sûr, à 99%, c'est que c'était le dortoir de la garde, puisqu'effectivement des richesses étaient entreposées ici. Pour le compte de l'église, il y avait des trésors qui étaient entreposés au château, donc il fallait être capable de garantir la sécurité et la protection des redevances prises à la population de cette fameuse baillie et le cas échéant de l'archevêque s'il avait été sur place. Je continue la visite direction le toit du château pour admirer le panorama qu'il m'est offert de contempler. Alors là, je te propose de prendre quelques secondes pour admirer le paysage, le calme. Regarde la vue imprenable sur les alentours du village.
pour pallier une éventuelle attaque, évidemment, puisque l'église, très puissante, normalement n'a pas été inquiétée, à notre connaissance en tout cas. Mais si tel avait dû être le cas, le château est là pour défendre les intérêts de l'archevêque et les redevances prises à la population, et donc les alentours, une visibilité exceptionnelle sur un éventuel danger qui pourrait se profiler à l'horizon. Florian, on ne va pas tout dévoiler, bien sûr, dans ce reportage. Il y a encore beaucoup de salles à découvrir. En revanche, midi a sonné. Est-ce que tu as une petite adresse à nous communiquer? Certes, mais tu trouveras à côté, dans l'aile ouest du château, une rôtisserie médiévale où on mange épicé et avec les doigts. Oyez, oyez, dame Gertrude, bien le bonjour. Sir Frédéric, comment allez-vous? Mais très bien, j'ai grande faim, souhaiterais ripailler et on m'a conseillé votre adresse. Audrey, s'il vous plaît, présentez-nous la rôtisserie médiévale. C'est un lieu atypique complètement où on fait des recettes du Moyen-Âge, 13-14e siècle, à l'époque des Cathares. Des recettes comme avant, aux épices d'autrefois? Comme avant, mais remis au goût du jour, sinon ce serait immangeable pour nous aujourd'hui, le palais n'aurait pas l'habitude. Tout est cuisiné du tranchoir jusqu'au vin de rose. Et pas d'assiette sur la table? Non, le tranchoir, c'est ça à la guise, en guise d'assiette. Dans cette région, on mangeait sur le pain. On dépose tous les ingrédients dessus. Le pain s'imbibe, en principe, si on peut, on le mange à la fin. Sinon, ça part au poulet, au cochon. Rassurez-moi, en manger au moins avec des couverts comme aujourd'hui. Pas du tout, monseigneur. Couteau que le seigneur apportait, cuillère pour aider, et la fourchette est arrivée bien plus tard. On mange avec sa main droite, les 3 doigts. Main gauche, interdit, main du diable. Et comme les serveurs, on peut se déguiser? Bien sûr, on vous emmènera dans la salle des costumes, donc dans la tour, et c'est vous qui choisirez vos tenues. Après m'être paré de mon costume de valeureux chevalier, je me lave les mains dans une vasque et rejoins comme un prince ma table. Alors, dame Gertrude, quel est le menu du jour, s'il vous plaît? Tour du roi Manfred à base de viande, vous avez la terrine du viandier, vous avez la tourte aux poireaux et amandes, des coquelets, il y a des cailles. Ce qu'on mangeait le moins au Moyen-Âge, c'était le bœuf. Ils s'en servaient pour le travail, donc on en mangeait très peu. Durant les banquets, il n'était pas rare que les gentes dames s'adonnaient à quelques danses autour de la table ou d'un feu pour enjoliver le moment présent. Maintenant que nous avons bien ripaillé, je n'avais pas de quoi payer et je finis puni ici au pilori. C'est la punition que l'on infligeait aux personnes qui n'honoraient pas leur dû. Et je crois que je vais rester là pendant un petit moment quand même. Oui, car je n'avais pas d'écu sur moi comme autrefois, alors j'ai négocié par carte bancaire. Ouf, j'ai échappé à la plonge. Que c'est bon de retrouver sa liberté. Je continue à baguenauder dans les rues du village où je découvre cette charmante petite cabane en bois dans laquelle je fais la connaissance du plus gentil des tourneurs de bois que j'ai pu rencontrer au cours de mes balades partout en Occitanie, Michel Lantermino. Salut Michel! Bonjour Frédéric. Alors toi, tu es tourneur sur bois Sur ici bois. à Villerouge, Ouais. Termenez. Oui, depuis 40 ans minimum. J'étais un viticulteur et ça, c'était ma passion. Et après, je me suis mis auto-entrepreneur et à ma retraite, voilà, pour continuer ma passion. Quel style de bois tu travailles? Tous les bois qu'on a dans les forêts de par ici, Et là, tu travailles sur quoi? sur du buis. Tout ce qui est buis, je fais les petites choses, les cuillères à miel, les dés à coudre. C'est l'un des seuls bois qui casse pas, quoi. C'est pas des commandes, c'est des objets que je fais. Et après, j'ai une petite boutique à laquelle je vends, quoi. À côté, là, il y a un bol sur l'autre tour. Je l'ai préparé pour que vous puissiez voir comment ça, on peut le sortir. C'est l'aspirateur, ça. Il faut ranger un peu. Oh oui, ça c'est pas ma passion. Hein. Bon, là, on prend une gouge à creuser, qu'on appelle. Ça va partir vers là-bas. Je ne peux m'empêcher de demander à Michel de quoi il advient de tous ces copeaux. Sa réponse est quelque peu surprenante. Tu ne voudras pas le croire, mais ça sert aux toilettes sèches. J'ai des amateurs de toilettes sèches et il m'en manquerait presque. Il faudrait que je fasse un commerce. Mais comme je me régale, je leur donne et puis voilà, tout se recycle. Et c'est vrai que c'est bien, quoi. Alors là, tous les objets que tu crées, tu les exposes dans ta boutique. Oui, oui. Mais après, je travaille pour des châteaux, château Cathare, Quéribus, Puylaurens et Villerouge. Et quels travaux ils te demandent, ils te commandent? Des magnettes, des porte-clés, des cuillères à miel, tout est gravé selon le château. Quéribus est gravé château de Quéribus. Et Villerouge, château de Villerouge, quoi. Et on peut passer du lundi au dimanche te voir un petit peu à l'atelier? Oui, j'y suis tous les jours. Moi, j'appelle la cabane du bois parce que c'est vraiment une cabane en bois. Et alors, pas isolé, rien. L'hiver, il fait froid et l'été, il fait chaud.
C'est bientôt l'heure du goûter. Je continue à déambuler et mon oreille capte une mélodie qui attise ma curiosité. Mais d'où vient-elle? De cette petite crêperie, j'y entre et je rejoins Thierry Farion en pleine répétition. De maman, de maman. Salut Thierry. Salut Frédéric. Tu es artiste, compositeur, interprète à tes heures perdues, Oui, mais tu tiens aussi une petite crêperie ici avec le Rouge Termenès pour combler les petits creux de la journée. c'est cela. C'est de la super qualité parce que pour faire des bonnes crêpes, je travaille avec des produits locaux. Par exemple, pour la farine, une excellente farine aux variétés de blé ancien. Je travaille aussi avec des légumes locaux. Et une décoration à mi-chemin entre campagne et vintage quand même. C'est ma passion, ce décor, des vieilles chaises, des tables en marbre à l'ancienne. La vieille vaisselle également, je chine beaucoup dans les dépôts-ventes, les petites trocantes pour essayer de découvrir du petit Limoges, une jolie vaisselle, des vieux couverts, vous voyez, à l'ancienne pour que les enfants avaient quand ils étaient petits. On est ouvert de midi jusqu'à 18h, 19h et on propose une crêpe du jour salée à base donc de légumes frais et également de plantes parce que je ramasse aussi beaucoup de plantes sauvages. Au printemps par exemple, j'ai servi de l'ail des ours, on sert du fenouil sauvage, le thym et le romarin, les herbes sont de la garrigue récoltées par mes soins. Et on propose également des crêpes sucrées avec du bon sucre bio, du bon chocolat et puis aussi beaucoup de fruits sauvages qu'on ramasse dans les petits villages. On essaye de faire perdurer justement ce vieux savoir. Voici les crêpes. Mais on va se régaler. Voilà, donc ça c'est la crêpe au chocolat noir. Et pour vous, chère madame, la crêpe avec du chocolat au lait et des noisettes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Thierry et puis je te dis à très bientôt. Eh bien à bientôt pour manger de bonnes crêpes. Dernière étape de ma visite ici à Villerouge-Termenès, la boutique des producteurs Esprit de Garrigue. Une véritable caverne au trésor du territoire, un lieu incontournable pour rapporter de son séjour des souvenirs gastronomiques et bien d'autres produits. Et c'est Olivier Fouquet qui m'accueille à l'entrée de ce collectif. Bonjour Olivier. Bonjour. Esprit de Garrigue, quel est le message que vous voulez faire passer dans cette appellation? Je pense qu'il y en a plusieurs. Les esprits, déjà, c'est au pluriel, parce qu'on était toute une bande de joyeux lurons au début sur ce projet. Et un soir, on a dit, bon, il faut vraiment qu'on trouve un nom à cette boutique. On était un peu chaud, on s'était bien régalé de petites boissons. Et on a fini par se dire, on est tous des esprits un peu farfelus. Et voilà, on s'est dit, tiens, Esprit de Garrigue, ce serait pas mal. C'était pour représenter aussi le terroir, enfin ce milieu où on est dans la garrigue, on essaye de produire quelque chose à partir de ce territoire et puis surtout de défendre ce qu'on peut produire ici. Le parti pris, c'était aussi d'avoir des artisans et de faire entrer des personnes qui s'installaient sur le territoire, qui apportaient quelque chose de nouveau et surtout une nouvelle dynamique, quoi. Et demain, les projets? Alors les projets, c'est de pouvoir continuer à produire ici et puis d'essayer de trouver des producteurs de fruits, par exemple, de légumes, et toucher les gens d'ici avec des produits du quotidien, quoi. Voilà, mon petit tour d'horizon ici à Villerouge-Termenès se termine et je repars avec un petit souvenir, je vais bien me régaler. Alors si vous aussi, vous voulez préparer votre balade dans ce beau village médiéval, il vous suffit de pianoter sur votre clavier l'adresse qui s'inscrit au bas de votre écran. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur Via Occitanie. Salut!